Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Hugo Benz, cofondateur de plusieurs entreprises, notamment dans le secteur du textile, et depuis peu à la tête du start-up studio La Chapelle. Hugo entreprend depuis plus de 10 ans, a développé une solide confiance en lui au fil des épreuves, a tenté plein de projets qui n'ont pas vu le jour, en a échoué d'autres violemment, et garde cette passion de la création d'entreprises. On revient entre autres sur ses débuts d'entrepreneur, ses aventures entrepreneuriales toujours réalisées à plusieurs, avec notamment Kimono et la Chapelle Club, les notions de chance, de confiance et l'importance des rencontres. Un épisode très cool avec Hugo qui ne mâche pas ses mots et trace sa route. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Hugo. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, bienvenue à toi, bienvenue à Villa Maria. Ben ouais, on enregistre dans un endroit très cool, donc merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bah écoute, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Hugo Benz, j'ai 34 ans. Ouais. Je suis marié, j'ai une fille qui s'appelle Juliette qui est en CP. Ok. Et accessoirement, je suis également entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. Ouais. Avec du coup la particularité d'avoir monté pas mal de boîtes ces 10 dernières années. Essentiellement dans le milieu du textile personnalisé, en B2B. Ouais. Et là, je suis en train de lancer, on va dire, le prochain chapitre de ma vie qui va s'appeler La Chapelle et qui est un startup studio du coup. Trop cool, on va reparler de tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, je voulais être journaliste. J'étais Ok. passionné par l'écriture et passionné par le sport. Donc mon rêve suprême, c'était d'être journaliste à l'équipe. Ok. Et non, c'est un rêve que j'ai eu jusqu'en première, je pense. Ouais. Et c'est à partir de la première où je me suis dit quand même que le business, l'entrepreneuriat, c'était ce que je voulais faire. Et tu vois, je voulais monter une sandwicherie à la base. Ok. C'était pas très ambitieux, mais... Et tu vois, c'est un truc que je garde sur ma liste pour un jour boucler la boucle. Ok. Je montrerai un jour une marque de sandwich Stylé. pour avoir les meilleurs sandwichs de Bordeaux, voire de Ouais. France. Mais il y a moyen, clairement. Hein. Et puis cool. Et puis l'équipe, en vrai, t'en as qui ont créé SoFoot, donc la possibilité Ouais. d'après. Mais bon, c'était quand même assez difficile. Il y avait, c'était quand même assez niché. Il y avait quand même Ok. peu d'écoles qui vraiment débouchaient sur quelque chose. Ouais. Donc en fait, très vite, et puis c'est même les profs qui m'ont dit va faire plutôt prépa, école de commerce, Ok. le business, tout ça. Donc Ok. je me suis un peu laissé naïvement porter, puis au Ouais. final, je regrette pas. Ok. Et tu dis, on est en première. T'as commencé à avoir le terme business qui te vient à l'esprit. Comment ? C'est les premiers cours de Sciences Éco. Ok. D'un coup, c'est en fait, j'ai quand même globalement toujours quand même plus ou moins aimé l'école. Mhm. Même si bon, je me suis quand même souvent un peu ennuyé, mais bon, j'adorais l'école, j'adorais les copains, j'adorais les filles, le foot à la récré, tout ça, ça m'a toujours fait kiffer. Ouais. J'ai eu la chance quand même d'avoir des excellents profs, même dans des matières que je n'aimais pas trop. Ok. Et mais la première fois vraiment que j'ai eu un cours où j'ai eu un vrai déclic, où je me suis dit putain, mais là, je suis en train de kiffer de ouf. C'est les cours de SES. Et j'ai eu deux super profs au lycée. Madame Blanc, Madame Telani, Qu'on salue. on les embrasse. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je voulais quand même aller plutôt par là, quoi. Ok. Et donc tu fais Kedge, c'est ça ? Exactement, je fais une Ouais, prépa, une prépa. 2 ans horribles. Ah ouais. Et après, j'arrive à Bordeaux, du coup, à Ketch, qui s'appelait BEM à l'époque, Yes. en 2008. Ouais. Et là, pour le coup, j'ai surkiffé, pas trop les cours, Ouais. mais j'ai surkiffé les potes, tu vois, tout ce nouveau cercle d'amis avec des gens qui venaient de tout horizon. Moi, j'avais pas forcément toujours les codes. Du coup, je les ai chopés grâce à ça. Les assos, les soirées, les événements, les voyages. Ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Et puis, en plus, à venir vivre à Bordeaux, moi qui, Ouais. du coup, avais vécu toute mon adolescence et mon lycée à la campagne, du coup, Ok. c'était quelque chose d'incroyable pour moi à l'époque, quoi. Cool. Campagne girondine ou Pas non, du tout. plus loin Je suis né à Paris. Ok. Toute ma famille est parisienne Yes. depuis 3-4 générations. Ouais. Et ma mère et mon père, quand j'étais petit, ont eu la bonne idée d'aller vivre en Champagne-Ardenne, dans la Marne, pour être plus précis, dans un village de 300 habitants Ah ouais. qui Ah oui. s'appelle vraiment. Courgivaux. Ok. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, On les appelle comment Valcourtois, les Valcourtois, on vous embrasse. Franchement,
on vous embrasse aussi. Nice. Cool. Et donc, ouais, ce que j'avais vu, effectivement, c'est que pendant tes études, ce côté business, tu l'as de plus en plus. À quel moment, j'ai l'impression que tu as quand même rapidement eu envie de bosser pour toi ou de monter des business, tout simplement. À quel moment t'es venue l'idée, en fait? Ça, en fait, c'est quand même un peu malgré moi, hein, parce que du coup, arrivé en école, franchement, la suite de ma carrière, l'entrepreneuriat, tout ça, j'y pense, mais pour moi, c'est très loin, quoi. Tu vois, j'y pense pas non plus des masses. C'est vraiment en commençant à bosser, première entreprise, en fait, où j'ai énormément de bol. Entreprise du coup bordelaise qui s'appelait mydesign.com, c'est un site e-commerce. Et on était 10 dans la boîte, on faisait du textile et des accessoires personnalisés. Et en fait, au bout de quelques jours, quelques semaines où j'étais là, je vois débarquer dans les bureaux Christophe Charles, l'un des cofondateurs de Cdiscount, qui du coup venait de revendre ses parts et venait de racheter cette petite boîte pour la faire grossir. C'était en mode sa nouvelle aventure après l'histoire de Cdiscount qui avait duré quand même... qui avait duré de 98 à 2010, donc qui avait duré 12 ans. Et d'un coup, en fait, voilà, c'est un mec qui vient de faire 1 milliard avec Cdiscount, qui est le premier e-commerçant à dépasser le milliard, le premier e-commerçant à vendre du pinard en ligne, enfin bref, un putain de génie, quelqu'un de très charismatique, très... pas du tout bullshit, très dans l'action, tout ça. Et ça devient mon mentor. Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est de lui ressembler, quoi. Donc, de faire comme lui. Et c'est comme ça... C'est vraiment à ce moment-là que je suis piqué à l'entrepreneuriat et que je sais que je ne ferai rien d'autre de ma vie, quoi. Ok, énorme. Ouais, beau mentor. J'ai eu de la chance. Et donc, chez MyDesign, tu restes combien de temps chez eux, mydesign.com? Du coup, je reste de 2010 à 2015, parce que du coup, en fait, très vite, ma mission de base devient en fait très vite une mission d'intrapreneuriat. Et en fait, en 5 ans, donc surtout les 4 premières années, j'ai monté 3 boîtes à l'intérieur du groupe. Donc, tu vois déjà un peu cet ADN en fait de passer de projet en projet. Donc, toujours des projets qui étaient en rapport avec le textile personnalisé et qui s'attaquaient en fait à plusieurs verticales. La première verticale qui était sur le monde étudiant, deuxième verticale après c'était sur le monde de la culture et la troisième verticale ensuite c'était sur le monde des marques. C'était à l'époque des marques internet, etc. Rad.co, les débuts de Monsieur T-shirt, Shaman, toutes ces marques-là qui commençaient vraiment à exploser sur le web. Et donc nous, on était un acteur assez prépondérant là-dessus. Et là, même pas la dernière année, les 6-8 derniers mois, je passe même directeur commercial du groupe. À l'époque, on était... je sais plus, une soixantaine, quelque chose comme ça. Ouais, ça commence à être et du coup, là, j'ai vraiment fait le tour et je commence à me dire, bon, ok, franchement, c'est sympa de faire des millions de chiffres d'affaires, etc. Mais maintenant, il serait peut-être temps de le faire pour moi. Et c'est du coup en 2015 que vraiment je me lance dans le grand bain tout seul. Pas vraiment tout seul, avec 2 associés. Et on monte en fait une première entreprise qui s'appelait La Piscine. Et en fait, on va directement, pour le coup, dans le grand bain, c'est le cas de le dire. Et on monte notre propre usine, on achète nos machines, on prend au début 1 ouvrier, 2 ouvriers, et on monte très vite à une dizaine de machines, une trentaine de salariés, et avec, pareil, un chiffre d'affaires conséquent. Quand je parle au passé, parce que du coup, c'est une boîte que j'ai fermée en 2019. Pourquoi? Pour plein de raisons, parce que du coup j'étais quand même assez ADN Christophe Charles, Cdiscount, ADN croissance, ADN chiffre d'affaires, ADN part de marché. Et du coup, bien malgré moi, je me suis pas du tout intéressé à tout ce qui était gestion, rentabilité, la marge. Tout ça pour moi c'était un petit peu en option. Et du coup je l'ai appris à mes dépens, mais la boîte faisait une énorme croissance. 1 million la première année, 2 la deuxième, 3 millions la troisième, presque 4 millions la quatrième année. Mais pour le coup, on n'était plus à l'équilibre et on n'était pas rentable. Et ça, j'ai pas su m'en relever. J'ai pas su trouver le bon partenaire bancaire qui allait m'aider. J'ai pas su lever des fonds. J'ai pas su même m'en rendre compte avant pour prendre des bonnes décisions. Moi, limite, il y avait un trou, je continue à le creuser, quoi. Et ça a été vraiment quand même un énorme apprentissage pour moi à l'époque. Et pour le coup, tellement douloureux que... on m'y prendra plus. et ouais, quand tu lances la piscine, donc ta première aventure entrepreneuriale, pour le coup, vous allez dans du concret, avec une usine, avec des machines et tout, et ici, pas loin d'ici, c'est ça? Alors non, du coup, l'usine, elle était en Normandie, parce que mes 2 associés étaient normands. En fait, très clairement, mes associés, c'était les fondateurs de la marque Shaman, qui était du coup mon plus gros client de l'époque. Et du coup, en fait, on décide de monter ça ensemble. Comme ça, en fait, on reste dans un monde que je connaissais bien. Donc, je sortais de ma zone de confort, mais pas trop. Et du coup, le deal, c'était que moi, je gérais le business et eux, ils géraient l'usine. Mais fabriqué en France, quand même. Le textile,
En Ouais. fait, on n'était pas Ah une oui. usine de fabrication Ouais, oui, textile, non, c'est- on ouais. était une usine d'impression. Mhm. Donc l'impression était faite en France, Ouais. mais le textile, Il lui, était pour le coup, il est importé, made in Asie, ouais. mais il est stocké en France par des boîtes françaises. Ok, d'accord. Donc il est toujours à dispo de revendeurs comme nous, Ouais, mais par ouais. contre, on faisait tout le print on demand. Ok, mais donc cool quand même d'apporter tout ça en France et de créer, de créer une usine, avoir des employés sur le territoire. Enfin, bon, c'est quand même Si je suis une totalement aventure, honnête, c'est pas par ADN écologique ou franchouillard ou quoi. Bah, c'est juste Ouais. que en fait, avoir l'usine à côté de chez soi, c'est quand même plus simple en C'est fait. Quoi, tu pratique, vois, pour ouais. moi, tu as la main, quoi. Ouais, clairement. Et surtout quand tu fais à la demande, pour le coup, Exactement. tu Ouais. as un certain besoin de rapidité. J'imagine donc le fait d'avoir tout ça à côté, c'est cool. C'était là la proposition de valeur, ouais, en effet. Ouais, ok, cool. Et donc quand toi tu te lances à ton compte, enfin, alors t'es avec 2 associés quand même, mais tu te dis quoi, go for it, ça va bien se passer, Inch'Allah, ou Ah oui, oui, pour vraiment, le coup, moi, j'ai. parce que ça a l'air, bon bah après j'ai regardé aussi, enfin tout le reste, ta façon de communiquer sur LinkedIn aussi, on en reparlera. Tout a l'air assez chill en fait, mais bon j'imagine qu'il n'y a pas que ça derrière, loin de là, et pour être assez détente, faut bien taffer et en chier aussi de temps en temps, mais Bah, en fait, il y a deux choses. Hein. Déjà, en fait, c'est que j'ai une confiance dans la vie, une confiance en moi, ok, on va dire, à toute épreuve. Ouais. Ah, j'ai failli à l'époque penser que j'étais pas bon, mais bon, du coup, je me suis quand même bien repris. ouais, Donc du coup, ça c'est une première chose. Et de deux, en fait, en effet, à un moment donné, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une méthode. Enfin, Mm. il y a plusieurs méthodes, mais c'est quand même en fait c'est des étapes à suivre et surtout en fait à exécuter. Et ça, c'est vrai que c'est grâce à Christophe Charles, mon premier mentor, qui me répétait à longueur de journée que le mieux est l'ennemi du bien. Mm. Que en fait, de toute façon, si tu lui disais je peux pas faire ça parce qu'on n'a pas encore ça, il me disait mais j'en ai rien à foutre, même à 10%. Tu lances Ouais. et tu verras après. Ok. Il était tout. En fait, on a toujours privilégié en fait l'action à la correction. Mm. Tu vois, on agissait et on corrigeait après, plutôt que de commencer à corriger avant même d'avoir agi. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est un peu l'essence même de l'entrepreneur, quoi. Ouais, carrément cool. Donc ce que tu as appliqué par la suite. Très stylé. Exactement. Ouais, ok. Donc ouais, tu lances la piscine en 2015. Le plongeoir aussi, on reste dans le même univers. Ouais, c'était un peu pour la blague. Et donc, du coup, le plongeur, ouais, c'est ma boîte perso à moi, Ok. que j'ai du coup avec ma femme, Delphine. Ouais. Et nous, en fait, sur le plongeur, en fait, c'est notre boîte personnelle Mhm. où, en fait, bah, il y a la moitié on va dire, des deals un peu historiques dans le milieu du textile que j'ai avec des gros clients récurrents, bien margés, etc., bien processés, Mhm. tout automatisé, full Ouais. délégation. Ouais. C'est-à-dire que je veux 0 salarié sur ma boîte perso. Et l'autre moitié, c'est toute l'autre partie consulting, mentoring, Ok. etc. Et c'est la boîte qui nous Donc, permet de vivre. Et qui existe encore. Enfin, Qui elle existe continue, toujours, elle et est que, toujours bon, là. de toute façon, c'est notre boîte, c'est notre boîte de rémunération. Donc, du Ouais. coup, Oui, donc, elle est oui, invendable ou quoi. c'est mieux qu'elle existe. Exactement. Ouais. Trop cool. Et donc, ouais, tu as employé le terme process. Tout est ultra processé, donc ça vient de Christophe Charles, j'imagine, ça aussi ou Pas vraiment. c'est Pas Ça, vraiment. je, Ok, ça, je l'ai d'accord. appris après. Tu l'as appris après. Après Ok. avoir viandé Ouais. la piscine, Ouais. je me suis rendu compte qu'en fait, on avait quand même tout pour réussir. On avait Ouais. un super appareil productif. On avait quand même mis en place des bons process industriels. Mhm. On était bon dans la vente. Mais on avait aucun suivi en matière de gestion, Ok. aucun suivi financier, Ouais. aucun process à ce niveau-là, aucun indicateur clé et aucun suivi, encore une fois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi j'ai énormément bossé Ok. ces 3 dernières années. Mhm. J'ai eu la chance, en fait, sur les centres de la piscine, de cofonder une autre boîte en 2019 qui s'appelle Capsule, avec l'un de mes meilleurs potes de promo qui s'appelle Sébastien. Ouais. Sébastien Ramel, le frère salue. d'Olivier avec qui Ouais. j'ai cofondé Yes. Kimono, hein, comme quoi Complètement. tout est relié. Et ça, que pour le coup, on a été hyper et complémentaire avec Seb. Et du coup, lui m'a vachement apporté en fait sur cette partie rigueur, gestion, routine. Chose que j'ai eu du mal en fait à incorporer en moi Ouais. et que maintenant en fait je peux plus m'en passer. C'est-à-dire Ok. que maintenant je le dis souvent, c'est limite autistique. Moi demain tu m'enlèves mes process, mes routines, tout ça je suis complètement perdu quoi. Ok. Tout est hyper cadré. Je suis obligé en fait. Ouais. C'est comme tu vois, j'estime quand même que je suis pas, j'ai une ultra confiance en moi. Ouais. Mais j'ai l'humilité de dire quand même que je pense que je suis pas le plus futé de la bande. Et du coup, j'ai besoin en fait de me créer ce second cerveau pour essayer d'être un peu au niveau des autres, quoi. Ok. Tu vois. Et cette confiance en toi dont tu parles, tu l'as développée comment? Est-ce que tu as toujours été hyper confiant en toi? Ah non, pas du tout. Hein. Moi, Ouais. j'étais tout le contraire. Mais j'ai appris à l'être avec. C'est-à-dire qu'il y a eu des échecs, mais il y a eu quand même plus de victoires depuis que je suis entrepreneur. Et surtout, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai été fort dans quelque chose. Donc, du coup, j'ai appris à l'admettre, à l'accepter Ouais. et même à le revendiquer. Ok. Et sans honte ni rien, quoi. Ouais, ok. Ça a mis du temps, ça? Ouais, ça a mis beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Je pense que je suis hyper à l'aise dans mes baskets là-dedans, que
seulement depuis, je sais pas, 1 an ou 2, quoi. Ouais, ah oui, donc ça fait 10 ans que tu entreprends, donc pendant 8 ans, Ouais, j'étais t'y quand même allais sans, toujours le doute. J'avais quand même toujours ouais. un peu pas le complexe de l'imposteur. Franchement, je dirais, c'est jamais à ce point. Hmm, Mais je faisais un peu quelques complexes par rapport ok, aux autres entrepreneurs. J'étais ok, vachement dans la comparaison, chose que je fais plus du tout ouais, aujourd'hui. ok. Et ça, alors, bon, j'imagine que ça change ton mindset, mais Ouais. à quel point, depuis que tu as beaucoup plus confiance en toi, bah, il y a des choses qui sont améliorées ou pas d'ailleurs. Bah, c'est que déjà que je me dis que rien n'est impossible. Donc, Ouais, déjà que c'était un peu le cas avant, aujourd'hui, ouais, quand je veux lancer quelque chose, je me dis jamais que j'en suis peut-être pas capable. ok, Je me dis toujours que c'est possible. ok, Et donc, du coup, je le tente. ouais, Les gens ne le savent pas, mais il y a plein de trucs que je tente qui, finalement, j'arrête parce que du coup, je me dis, bah non, ça marche pas, il n'y a pas de traction. ok, Ou c'est une idée de merde, ça va me prendre trop de temps, ou ça va coûter trop cher au début, etc. ok. Mais je pense qu'il fait encore une fois, on va pas parler de succès, mais ce qui fait peut-être un peu ce track record, Hmm, c'est le fait de. C'est mathématique. Plus tu tentes de choses, plus tu as de chances que ça réussisse. Tu vois. complètement. C'est un peu l'idée. C'est quoi les trucs les plus ouf que t'es tenté et qu'on n'a jamais vu? C'est une bonne question. Bah, tu vois, j'ai tenté là pendant 1 an de monter un complexe de paddle. Donc, tu Ok. vois, de racheter un lieu qui fait 3000 mètres carrés, etc. Ouais. Je suis arrivé comme ça, avec ma casquette en arrière, mes baskets auprès des banques. Non, mais tout est normal. Prêtez-moi 4 millions d'euros, je vais le faire. Tu Ok. vois. Ouais. Donc, non, tu vois, là-dessus, Ok. j'ai pas peur de ça. Donc, je l'ai Ouais. tenté. J'ai été visiter Ouais. plein de trucs, j'ai été visiter plein de banques. Enfin, j'ai eu pas mal de rendez-vous Ouais. bancaires là-dessus. Alors, on m'a pas dit que c'était pas possible. Ouais. On m'a dit que c'était compliqué. Ouais. Et donc du coup, c'est toujours dans un coin de ma tête, j'attends juste un petit peu que les choses se décantent Ouais. pour pouvoir me remettre dessus, quoi. Ok, énorme. Et alors, pourquoi on prend cet exemple-là, mais je pense qu'il y en aurait d'autres. Pourquoi vouloir créer ton propre complexe? Est-ce que toi, sportif, est-ce que t'as pas, c'est parce que tu l'as pas trouvé ce que tu voulais ailleurs, ou c'est juste histoire d'avoir le tien Non, c'est juste pour le kiff, là. Ok, Pour le kiff d'avoir son propre complexe de paddle, tu vois. énorme. Tu vois, en fait, c'est la même chose avec un lieu comme Villa Maria. Ouais, Pourquoi faire Villa Maria? Bah, parce que c'est trop un kiff. ouais. Tu vois, moi, par exemple, je sais pas, moi, les parcs que j'ai dans Villa Maria, je les revendrai, mais jamais de ma vie, Mm. même si on me propose un pont d'or. Mm. C'est trop le kiff, en fait. Tu vois, je pense que j'ai trouvé le bon équilibre hein, entre la volonté de gagner de l'argent, qui est très important, Ouais, et la volonté de kiffer. ok. J'ai vraiment, pour moi, je suis vraiment pratiquement dans un 50-50 dans ma balance. Ok. Et c'est ce qui permet d'avoir un équilibre parfait là-dessus, quoi. Ok. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il faut gagner de l'argent pour kiffer? Ou il faut kiffer pour gagner de l'argent? Franchement, on fait dans l'ordre qu'on veut. Mais franchement, les deux sont très importants. Ok, ok. Mais donc toi, tu as commencé plutôt par cet aspect. Tu vois, comment ça se. Quel est comment dire, le premier engrenage qui se met en place? C'est-à-dire, au départ, tu as un truc qui va te faire gagner de l'argent et donc ça te permet de développer quelque chose? Franchement, Ou je c'est en pense que même au développant? début, j'étais ni dans le but de gagner de l'argent, ni dans le but de kiffer. Ok. J'étais dans le but de créer quelque chose de gros. Là, Ok. j'étais plus dans la recherche de performance. Ouais. En fait, tu vois, c'est entre les deux, en fait. Mhm. Tu vois, j'étais plus j'entreprenais plus comme un sportif se prépare pour un marathon, quoi. Tu vois, Ok. j'étais plus dans cette optique-là. J'aurais pu faire beaucoup d'argent hein, avec la piscine. On a fait 10 millions d'euros en 4 ans. Mhm. Et pourtant, même si j'ai bien gagné ma vie, j'aurais pu m'en mettre bien plus Ouais. dans les poches à ce moment-là. Mais c'était pas mon but, en fait. Je Ok. faisais pas ça pour ça. Ok. La volonté de gagner de l'argent, elle est venue un peu après. Mhm. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu aussi me dérisquer. Après, tu vois, tu passes les 30 ans, tu commences à avoir un enfant, tu Mhm. commences à avoir aussi d'autres besoins, etc. Donc là, c'est à ce moment-là que c'est vraiment rentré dans l'équation Ouais. et que j'ai commencé en fait à faire aussi les choses pour bien gagner ma vie, Ouais. pour me dérisquer, Mhm. faire les bons placements, les bons investissements Ouais. et ça facilite la performance et le kiff qui vont de pair. Ouais, non, clairement, tu as une certaine sécurité, malgré tout, exactement. entrepreneuriale, Exactement. et les deux vont rarement ensemble. C'est ça. Enfin, quand on en parle, parfois on se dit que c'est quand même prendre des risques, ou take a chance plutôt, d'entreprendre. Et cool, très cool. Et ouais, en 2017, tu cofondes Kimono. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Parce que c'est une belle boîte, là aussi, un beau bébé. Bah, franchement, pareil, là, c'est encore une fois, j'ai eu énormément de chance, quoi. Une Ouais. super opportunité. En fait, encore une fois, qui montre que je prends toujours cette métaphore, en fait, c'est que si tu es sur un bateau, plus tu lances de canne à pêche, Mhm. plus tu as de chances d'attraper du poisson. Et en fait, bah, ça, encore une fois, c'est une soirée où je voulais pas aller Ouais. et où du coup, j'ai rencontré Olivier. Donc, du coup, c'est une soirée où aussi il y avait bien sûr Seb, hein, Yes. qui était mon pote de promo. C'est à ce moment-là, du coup, pareil, on s'est rencontrés à cette soirée, j'aurais pu ne pas m'intéresser, mais je me suis intéressé à son parcours. Mhm. Il s'est intéressé au mien. On est resté en contact. On a commencé à continuer à parler entrepreneuriat. On a vu Ouais. même des fois s'il y avait des opportunités de faire des choses ensemble. Moi avec ma boîte, lui avec son ancienne boîte. Et en fait, au moment où Olivier était en transition
fait un rendez-vous avec The Family, avec Alice, CEO de The Family, et qui décide de monter ensemble Kimono, bah à ce moment-là, du coup, il m'a en tête, il m'appelle et il me dit on va lancer ça. Est-ce que ça te chauffe? Moi, je dis en une seconde, je dis bah évidemment, bouillant. Ouais. Et en fait, en une semaine, on était associés ensemble sur Kimono, et 3 semaines après, on lançait. Ok. Donc, encore une fois, tu vois, Ouais. ça met en exergue 2 choses, Kimono. C'est que plus tu te crées des opportunités, plus les opportunités vont venir à toi, plus le karma va te le rendre. Et encore une fois, c'est un excellent exemple d'exécution, Kimono. Et là, encore une fois, je vais vraiment rendre à César ce qu'il y a à César. C'est vraiment Olivier qui a incarné ça, bien sûr, avec l'appui également de The Family. Moi, j'étais là pour apporter la brique textile, industrielle, process, production, etc. Mais ensuite, la vision, l'exécution, etc., c'est Olivier qui l'a porté. Et Kimono, ça a fêté son premier million d'euros au bout de 6-7 mois. Tellement tout était parfait, en fait. Ouais. Et il y avait zéro bullshit, il y avait presque zéro fake. Bien sûr, on a toujours un petit peu au début, quand on lance les premières OP, on n'a encore rien fait. Ouais. Mais tout était parfait, minutieux, souci du détail, since day one. Ouais. Et c'est un excellent exemple d'exécution parfaite de lancement de boîte, quoi. Trop cool. Et alors, ça fait quoi Kimono exactement pour les personnes qui connaissent pas? Bah, en fait, pour résumer Kimono, en fait, nous, on a une baseline qui dit qu'on est des culture designers. Et c'est-à-dire que notre mission, c'est de designer la culture des entreprises. Donc, on a commencé par le textile et les accessoires, qui était une première brique. Mais encore une fois, depuis le premier jour, Olivier, il a dit, nous, on ne sera pas un vendeur de sap, on sera un acteur de la culture d'entreprise, qui en était encore vraiment à ses débuts. Il faut remettre dans son contexte, en 2017. La culture d'entreprise, on commence à en parler, mais c'est pas non plus un sujet aussi mainstream qu'aujourd'hui. C'était que 5 ans, hein, c'est ouf. Exactement. Et donc, on commence par le textile, ensuite, on lance les accessoires, ensuite, on lance une offre d'office design, donc on va vraiment pimper les bureaux, presque même maintenant, comme un architecte d'intérieur. Ensuite, on a lancé notre propre marque, Kimono Life, qui du coup organise les événements, les off-site, encore une fois pour les entreprises. Et là, on a même relancé il y a quelques mois une offre de conseils en culture d'entreprise. Et il y a encore d'autres offres qui suivront. Mais en fait, tu vois, on est vraiment en train de créer notre carte Disney. Je sais pas si tu vois ce que c'est, la carte Disney. Vas-y, développe. La carte Disney, si je vois ce que c'est dans tous les cas. La carte Disney, c'est un document hyper intéressant qui a été dessiné par Walt Disney himself, où en fait, sur cette carte, il a tous les business qui sont les siens. Donc, faire des films, avoir des parcs d'attractions, faire du merchandising, vendre des cassettes vidéo, etc. Enfin, même Picsou Magazine, Disney Channel, enfin tout ce que tu veux. Ça, c'est venu après. Et en fait, il indique en fait tous les flux entre ces différents business, tous ces flux de nurturing, d'upsell, de cross-sell, etc. Tu vois, par exemple, on va créer les Disneyland parce qu'on va en plus pouvoir y vendre du merchandising. On va vendre des cassettes vidéo et au début, on va mettre des pubs pour nos prochains films. Tu vois, en fait, et tous ces business sont liés et en fait s'auto-impruvent les uns les autres. Quoi. Et du coup, c'est vraiment la même stratégie qu'Olivier a menée since day one chez Kimono et qui aujourd'hui fait le succès de Kimono. Aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est plus de 10 millions de chiffres d'affaires, c'est bientôt 50 salariés, c'est une croissance à 2 chiffres tous les ans. C'est vraiment une très belle marque, encore une fois, bien installée. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance encore une fois, de rencontrer Olivier parce que j'ai énormément appris à ses côtés sur en fait encore une fois toutes ces stratégies de lancement, sur le branding, sur le souci du détail qui encore une fois qui est quasi mais vraiment militaire chez lui, mais c'est encore une fois c'est la clé du succès. Et en fait j'ai eu vachement de bol moi tout au long de ma vie, je pense d'avoir des qualités innées, mais d'avoir eu plein de rencontres comme ça, Christophe Charles, Olivier, Sébastien et il y en a d'autres qui en fait à chaque fois j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait de mieux chez eux pour pouvoir moi-même m'améliorer, quoi. C'est au bon endroit au bon moment à chaque fois, quoi. C'est ça, mais encore une fois, plus tu te crées d'opportunités, plus tu peux en saisir, quoi. Exactement, tu parlais de la canne à pêche, plus t'en lances, plus ça mord, plus tu sèmes, plus ça pousse. C'est exactement ça, quoi. Puis ça part aussi de rencontres, clairement. Enfin, tu le dis, globalement, ça part toujours de l'humain, quoi. C'est ça. Très clairement. Cool, tu nous as un peu parlé de capsules aussi. Il y a Kermesse avant. Non, c'est de Kermesse dont tu nous avais parlé ?
Non, Kermesse, on n'en a pas parlé. Allez, bah Kermesse. Moi, j'aime bien faire ça un peu de manière chronologique. Ouais, vas-y, avec plaisir. Kermesse, un an plus tard, après Kimono. Exactement. En fait, du coup, Kermesse, c'est le kimono des étudiants. Ouais. Donc, on a monté ça avec un associé qui s'appelle Samuel, qui était en fait lui-même un concurrent, il avait 20 piges, et il avait monté sa boîte du coup de textile personnalisé sur le monde étudiant. Au bout d'un an, il faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. Je lui ai écrit, il m'a répondu, il habitait à Nantes. Le lendemain, on buvait des bières ensemble, on a accroché. Le lendemain, on se rappelle, je lui dis bon, vas-y, en vrai, on arrête les conneries. Moi, j'avais quand même commencé à lancer un peu un pôle étudiant sur la piscine en mode un peu labo. Et je lui dis, bah écoute, moi, on prend ce que j'ai déjà fait. Pareil, j'étais déjà à quasi 1,5 million d'euros. Toi, t'es quasi aussi 1,5 million d'euros. Mais mec, montons quelque chose ensemble. Bien sûr, on a pris aussi Olivier au passage et on a monté Kermesse tous les trois. Et pareil, Kermesse aujourd'hui, c'est une super marque, une super aventure. C'est des très beaux chiffres avec une super stratégie, une équipe incroyable. Alors, pour le coup, ils sont tous à Bordeaux, à Villa-Maria. On peut les voir là, sur la fête là-haut. Là. Et franchement, pareil, c'est une belle réussite. Et moi, encore une fois, j'ai été là en fait pour starter le projet. Mais ensuite, c'est Sam qui a vraiment porté la vision. Avec également l'appui d'Olivier, mais c'est vraiment Sam qui a vraiment porté cette vision, qui a créé son équipe et qui a surtout l'idée, cette stratégie qui est celle de Kermesse aujourd'hui, avec toute une stratégie de campus consultants qui sont directement sur les campus pour faire des actions commerciales, des actions de communication. Pour nous, une stratégie un peu comme celle de Red Bull, tu vois, avec leur Student Brand Manager. Et du coup, pareil, moi, au bout d'un an, je me suis effacé, j'ai laissé la place, j'ai dit écoute, tu gères très bien, t'es meilleur que moi là-dedans. Et en fait, encore une fois, ça s'est bien passé, quoi. Cool. Et justement, toi, t'avais bossé pour Red Bull. C'était mon premier job étudiant. C'était le meilleur job étudiant du monde. la star du campus avec ça. Et puis en plus, j'ai énormément appris parce que c'est une super marque. On avait des kick-offs où il y avait toutes leurs égéries qui étaient là, responsable marketing monde qui te faisait un cours de market. T'étais là, c'était de l'or en barre, on buvait à leurs paroles, etc. Et on était vachement incorporés aussi à tout ça. C'était une super expérience pour moi et d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré en fait, l'une des parties de la stratégie, notamment de Kermesse aujourd'hui. C'est du coup cette essence, cet ADN un peu Red Bull. Et d'ailleurs, même pour te dire, Kermesse aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes. Sur les 10, il y a 3-4 anciens de Red Bull, quoi, tu vois. On a gardé cet ADN jusqu'au ADN, bout, quoi. Ok, hyper cool. Et donc là, vous êtes présent dans plusieurs campus partout en France ou des écoles partout en France et même en Europe. En Europe, cool. Ok. Suisse, Belgique, UK, Espagne et Italie. Ok, et vous allez, c'est-à-dire qu'ils se déplacent directement sur place. En fait, ils sont déjà sur place. On les recrute sur place, et ce sont nos voix dans les campus et dans les villes, sur les périmètres qui leur sont affiliés, quoi. Ok, et tout type d'école. Parce que alors j'ai aussi fait une école de commerce, donc on pense à ça, mais il y en a plein d'autres. Les écoles de commerce, forcément, on commence un peu par ça, mais en vrai, si tu peux pas baser toute une stratégie là-dessus, il y a tellement d'écoles en France mais en plus, même on n'est pas juste sur les études supérieures, on va aussi travailler avec des lycées, avec des prépas, avec des collèges. On a même habillé des maternelles. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ça va. C'est très très large le marché de Kermesse. Ok, hyper cool. Et le nom Kermesse, il vient d'où ? Quand on a benché là-dessus, on voulait absolument rester un peu dans le trip d'une marque qui commençait par un K. Ouais. Donc franchement, j'allais te demander. On a pris le dictionnaire. Et franchement, on était tous les trois. On a commencé chacun une page différente. Et à un moment donné, j'avoue que j'ai eu de la chance. Je suis arrivé, moi, sur le mot Kermesse et je dis Kermesse. Tu vois, le Kermesse, un peu, c'est le jeu. Et puis après, au début, moi, c'est comme ça que je le voyais, mais en fait, je pense que personne ne le comprend comme ça. C'est qu'en plus, dans le Kermesse, il y a le Ker et il y a le Mess, le bordel. Tu vois, donc du coup, je trouvais que c'était sympa. Et puis non, je trouvais que ça après, c'est un nom de marque, après on s'en fout. Moi, à chaque fois, tous les noms de marque qu'on a trouvés, c'est limite, on le trouve dans la journée, on dit OK, et après on change plus, quoi. Parce qu'en fait, après on s'en fiche, quoi. Ouais, c'est ce que tu mets derrière, quoi. Faut juste pas prendre un nom éclaté, c'est sûr. Juste un peu checker qu'il est pas déjà déposé, etc. Oh Nike, ça sonne bien, tiens. Sinon après, vraiment, on s'en branle des noms de marque. Ok, ouais, carrément. Et Kimono, d'ailleurs, c'est venu comment aussi, là Là, franchement, de mémoire, il y a eu plus de recherches. Là, j'étais pas dedans. C'était vraiment Olivier avec Alice et je crois quelques membres de l'équipe de The Family. Et en fait, là, pour le coup, il y avait quand même toute une recherche un peu plus approfondie. C'était que très vite, on voulait que l'ADN, les valeurs de Kimono, soit un peu autour des valeurs du Japon. Parce que c'était les valeurs du travail bien fait.
Et donc du coup, en fait, très vite, on a pris un peu tout le champ lexical du Japon. On est arrivé en fait au kimono. Enfin, ils sont arrivés au kimono. Et le kimono, tu vois, c'est le vêtement traditionnel qu'on met dans les grands événements. Et donc du coup, en fait, nous, on voulait que les gens y mettent voilà, le pull de leur boîte dans les off-site, dans les grands événements, pour fêter les levées de fonds, pour fêter ce genre de choses, ou quand ils vont en clientèle. Et puis en plus, après, on s'est dit, kimono, c'est également le vêtement de combat. Et tu vois, nous, on était là, voilà, quand tu t'habilles en kimono, t'es là pour la fight. Quoi, tu vois. Clairement, Donc du coup, franchement, c'est le nom de marque parfait pour ce qu'Olivier avait dans la tête, pour illustrer sa vision de l'époque. Quoi. Ouais, trop cool, stylé. Et donc un troisième cas en 2019, Capsule. Exactement. Et là, Capsule, alors pareil, c'est pas moi qui l'ai trouvé, lui, c'est Seb qui l'a trouvé. Et la Capsule, c'est très simple, on est encore une fois sur le même métier, sauf que là, on s'attaque à la grande distribution. En fait, pour la petite histoire, Seb et moi, quand on était en école, on parlait beaucoup entrepreneuriat, et on faisait partie des seuls, parce que c'était pas aussi hype que maintenant. Et on a monté tous les deux nos boîtes, chacun de notre côté. Lui dans le textile, mais plutôt côté tech, et moi plutôt donc, textile côté prod. Et lui, ses clients, c'était vraiment les acteurs de la GSA, GSS, etc. Et à un moment donné, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, en fait, très rapidement, il lui a dit moi, j'ai tel contact, telle clientèle. Toi, tu as tel métier. Et du coup, on va faire ton métier sur ma clientèle. Et c'est comme ça qu'est né Capsule. Et paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Et paf, ça fait des putains de chocs à pic, mon pote. Parce que donc ça existe toujours, ça existe toujours, ça marche très fort. Okay. On a surtout fait un départ ultra canon. On a monté ça à la rentrée 2019. Après un POC avec Leclerc, tu vois, on n'avait même pas encore monté la boîte. Un POC, tu précises. Il y a plein de termes qu'on a employés. Proof of concept, c'est-à-dire que, tu vois, encore une fois, c'est un bon exemple, c'est qu'avant on s'est tapé dans la main, on dit, ok, on se lance. Mais tu vois, avant de se dire, il faut qu'on monte la boîte, qu'on ait un nom de marque, qu'on ait un logo ou quoi, on y a été avec un PowerPoint, pitcher l'idée à un contact de Seb chez Leclerc, très haut placé, qui au bout de 5 mois a accepté. Donc on a tout de suite testé chez Leclerc, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, avec des super commandes. Et là, on s'est dit, vas-y, en fait, c'est bon, ça marche, donc on lance Capsule. Mais encore une fois, voilà, ça montre qu'on y a été dans l'action, dans la vente, avant d'avoir fait tous ces trucs que les gens font avant. On n'avait pas de nom de marque, on n'avait pas de site, on n'avait pas de cabis, on n'avait rien, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est lancé en octobre-novembre 2018, mais on a lancé la boîte officiellement à l'été 2019. Et en plus, après, on s'est pris le Covid, et qui pour nous a été une super opportunité. Pourquoi ? Parce que du coup, nos clients, c'était les seuls qui restaient ouverts. Parce que nos interlocuteurs, qui sont d'habitude injoignables, étaient joignables. Et puis en plus, il y avait l'opportunité des masques. Que du coup, nous, en tant qu'acteurs du textile, qui a pu être une opportunité commerciale pour nous. Et en plus, surtout, qui nous a permis du coup de faire quelques gros coups et qui nous a permis de financer notre croissance sur les 12-18 mois qui ont suivi. Parce qu'en plus, à cette époque-là, tu te faisais payer cash. Parce qu'en fait, c'était premier arrivé, premier servi. Et donc, même nos clients, t'avais beau t'appeler, je vais pas donner les noms, des grands noms, voilà. Et du coup, c'était paiement cash. Et du coup, ça nous a permis nous de financer notre croissance à ce moment-là, quoi. Au bon endroit, au bon moment. Exactement. Enfin bon, là, pour le coup, le Covid, on pouvait pas faire grand-chose, mais mais quand même. Et nous, on a travaillé comme des oufs pendant le Covid, et c'était hyper intéressant. Les équipes ont été incroyables. Et tu vois, moi, ça a été pareil, un vrai milestone pour moi, à ce moment-là, de me dire, mais en fait, les salariés, si tu leur donnes des objectifs clairs, si tu fais si tu as des routines avec eux, si tu as des points clairs avec eux, si les objectifs ils sont co-construits, ils sont ambitieux mais pertinents, en fait, que tu sois avec eux ou pas avec eux, en fait, c'est toi qui les as recrutés. Donc, s'ils sont nazes, c'est ta faute. Tu vois. Et donc, du coup, alors, nous, dans notre cas, on a de la chance, ils sont pas nazes. Et du coup, que ce soit sur Capsule, ou Kimono, ou Aroc, et du coup, en fait, ou Kermesse, ils ont tous été incroyables. Et moi, c'est pareil, ça a été un game changer à ce moment-là. C'est que moi qui pouvais avoir des tendances, tu vois, un peu merdiques, tu vois, de faire du micromanagement ou de mal manager tout court, du coup, ça m'a beaucoup appris aussi à ce moment-là. Parce qu'on n'était pas ensemble et pour le coup, on n'a jamais été autant ensemble. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Moi, je pouvais rester toute une semaine dans un bureau, presque sans parler à personne, alors que là, tous les jours, on se parlait en visio. Tu vois, c'était fou, quoi. J'avoue. Tu en parlais 2019 à Rock ? Ouais, à Rock, alors ça, pareil, c'est une bonne opportunité aussi. C'est donc avec mon associé Briac. En fait, quand on était chez My Design, moi j'ai fini directeur commercial, lui était directeur des achats.
Et après, quand il a voulu monter sa boîte, du coup, qui s'appelle Aroc, qui est une boîte en fait experte en sourcing textile et accessoires, Ouais. et bah du coup, bah, je lui ai dit, bah encore une fois, toi, tu as ce métier-là. Moi, j'ai l'expérience sales et j'ai pas mal de gros clients que je pourrais amener. Et donc, du coup, en fait, on s'est associé hyper naturellement là-dessus. Bah, en fait, on était déjà potes. Donc, pareil, encore une fois, quelque chose qui s'est passé le plus simplement du monde, Ouais. en fait, de deux compétences qui étaient complémentaires. Ouais. Et pareil, à Rock, aujourd'hui, pareil, ça fait tous les ans plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est très rentable, ça marche bien. Tous les deux très contents, quoi. Ouais. Et pourquoi, enfin, t'es tout le temps resté dans le textile? Enfin, tout le temps, alors il y a d'autres trucs derrière, on en parlera, Ouais. mais quand même, globalement, tout ce dont t'as parlé, c'est quasiment que du textile. Pourquoi? Enfin, c'est juste parce qu'au départ, t'es parti dedans et donc t'as cette expertise-là, on t'appelle pour ça et go for it? Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est limite, en fait, plus. Ça, c'est qu'encore une fois, c'est comme dans le sport, en fait. Ouais. Plus tu as des bonnes stats, plus tu as des clubs qui t'appellent pour t'acheter, en fait. Ouais. Donc, moi, c'est que ça, en fait. Des opportunités, il y en a plein qui me viennent. Ouais. Je les étudie toutes. Ouais. Et du coup, bah, plus il y a d'opportunités, plus il y a de chances qu'il y en ait des bonnes. Et quand il y en a des bonnes, bah, je la laisse pas passer. Hmm. Tu vois, j'ai un peu le FOMO pour ça, donc j'essaie quand même de me contrôler, de pas lancer n'importe quoi. Tout ça, j'ai pu le faire. Ouais. Mais maintenant, je suis quand même un peu plus régulé là-dessus. Et en fait, c'est simplement pour ça que du coup, j'ai pas mal de cabis à mon actif, quoi. T'en as combien au total? Je sais pas. Ok. Plus de 10, je pense. Et pourquoi à chaque fois tu t'es. Alors, bon, même si on l'a un peu compris, mais dans l'idée, tu t'es associé. T'as déjà lancé quelque chose solo? Ah, c'est une bonne question. Ben non. Non, jamais. Non, moi, je pense qu'il y en a qui arrivent très bien, mais moi, je pense que l'entrepreneuriat, ça se fait un minimum à deux, quoi. Ok. Parce que tu peux jamais être très bon partout, tu vois. Et non, franchement, ouais, ça m'est jamais venu à l'esprit. Et même demain, si j'avais une très bonne idée, en fait, encore une fois, je préférais le faire à deux. Mhm. Parce que si tu le fais à deux, bah, en fait, tu vas 2 fois plus vite. Ça te prend 2 fois moins de temps, Mhm. puisque du coup, bah, tu partages le travail. Donc, en fait, c'est aussi pour ça, c'est pour un souci d'optimisation, Ouais. en fait, tout simplement, quoi. Puis c'est plus rigolo, quoi. Ouais, carrément. Et là, j'ai envie de te parler aussi de mentoring. Enfin, même depuis le début de l'année, là, tu es aussi business angel dans quelques boîtes, tu fais du Ouais. mentoring. Pourquoi tu fais tout ça? Bah, encore une fois, c'est des opportunités qui sont venues à moi. Ouais. Le business angel, j'ai commencé en fait à le faire l'année dernière parce que seulement l'année dernière que j'ai commencé à avoir de l'argent. Mhm. Parce que c'est seulement l'année dernière que j'ai commencé à me dire maintenant il faudrait peut-être que j'en fasse un peu pour moi. Ok. Ah oui, Et quand même, attends, parce que comme il y a seulement un an, donc au bout de 8 ans, tu as quand Ah, même mais cet aspect. je me suis toujours payé, Ouais. et même bien payé. Mais Ouais. là, Ok. j'ai décidé après à un moment donné de très bien gagner Ok. parce que j'avais envie aussi de pouvoir saisir ce type d'opportunité. Ouais. Et pour investir régulièrement, bah, il faut avoir quand même pas mal de cash dispo. Donc du coup, en fait, c'est devenu un objectif. Ok. Et du coup, je me suis donné les moyens Ok. d'y arriver, en fait, tout simplement. Yes. Et donc du coup, bah, pour le coup, je me suis mis à me prêter à l'exercice, à étudier des decks, à parler avec des entrepreneurs. Mhm. Donc déjà, je me suis rendu compte que j'ai adoré ça. J'ai Ouais. adoré parler à des entrepreneurs, les challenger, etc. Et, et moi, en fait, à chaque fois, en plus, je mets des tickets, mais en plus, après, je suis vachement les entrepreneurs. Souvent, la plupart du temps, on devient pote aussi. Mhm. Et j'essaie de vachement, quand même, le mieux possible, en fait, d'être dispo quand ils ont besoin. J'estime que je suis comme une caisse à outils, quoi. Si tu as besoin, tu l'ouvres. Ouais. Si tu l'ouvres pas, bah, c'est vrai que c'est pas non plus moi qui vais venir à toi. Ouais. Mais donc, j'ai adoré ça. Et le mentoring, pareil, une première personne qui est venue me demander, moi, je me serais jamais posé la question que quelqu'un me dise est-ce que tu veux être mon mentor, quoi. Donc j'ai dit oui à une première personne, Ouais. puis à une deuxième, puis à une troisième, puis à une quatrième, puis à une Ok. cinquième. Après je me suis rendu compte que ça prenait du temps. Ouais. Donc j'ai commencé un peu aussi comme à augmenter mes prix Mhm. pour faire comme aussi un peu une sélection. Ouais, carrément. Et aujourd'hui je suis il y a deux choses, c'est que je suis mentor pour Live Mentor Mhm. sur leur mastermind. Donc là Ouais. je suis une douzaine d'entrepreneurs avec eux. Et moi, de mon côté, j'en ai également une dizaine. Ok. Donc, en fait, tous les mois, je suis une vingtaine d'entrepreneurs. Donc, si tu fais le calcul, je passe environ 1 heure par jour Mhm. avec un autre entrepreneur Ouais. là-dessus, quoi. Ok. Et ils ont tous le même type de profil, même type de boîte ou À chaque fois, c'est très différent. Ouais. Et c'est ce que j'aime. Ok. Et genre alors ça va de quoi à quoi, enfin sans Ça forcément va de donner le nom sur le l'agence site. au SaaS, ça va du B2B au B2C, Ok. ça va de la boîte qui vient juste de créer son MVP à la Ouais. boîte qui veut passer un plafond de verre parce qu'il est commencé à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Ça passe de la boîte qui est en levée de fonds à la boîte qui est bootstrappée. Il y a vraiment de tout. Ok. Cool. Et tu dois t'éclater à faire ça quoi. Ah, c'est génial, j'adore. Ouais.
Ok. Et ouais, comment tu t'organises aussi? Parce que je me dis, enfin bon là, on a parlé quelques boîtes, le Ouais. mentoring. Enfin, tout est aussi hyper processé ou tu dors peut-être que 2 heures par nuit? Non, non, en Non, plus, je dors très bien, je sais même pas, je dois dormir 6-7 heures par nuit Ok. peut-être, ouais, tu vois, normal comme tout le monde, je pense. Non, non, mais en fait, encore une fois, je, je commence, en fait, je suis très porté, en fait, sur, et je remets en cause surtout, très souvent, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, qu'est-ce que je veux? Mhm, Quels sont mes objectifs? mhm, Pro, perso. mhm, Pro, en ce moment, mes objectifs, c'est ça. Je les écris une première fois, je les mhm. relis, j'améliore. Je les relis une troisième fois, je raméliore. Je relis une quatrième fois. Bon, ça en vrai, est-ce que c'est vraiment important et urgent? Oui, non. Ouais. Si oui, je retire. Ça, tu vois, ça j'avais oublié. Bim, je le remets. Hop, voilà, maintenant que j'ai mes objectifs, Mhm. quel temps il faut que je passe? Parce que, alors pareil, c'est des objectifs, souvent c'est des objectifs trimestriels. Ouais. Combien de temps il faut que je passe par semaine pour atteindre cet objectif? Tu Mhm. vois, typiquement, par exemple, on lance telle boîte et on veut, tu vois, le premier qui résulte, on veut qu'à la fin de ces 3 mois, on ait déjà fait, je vais dire une bêtise, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. Tu vois, je prends un chiffre au Ouais. hasard. Bon, bah, quel temps il faut mettre en face pour faire ces 30 000 euros? Mhm. Je les ai écrits, c'est pas un chiffre en l'air, c'est vraiment mon objectif. Est-ce que c'est 2 heures par semaine? Est-ce que c'est 4 heures par semaine? Est-ce que c'est 6 heures par semaine? Bon, j'écris. Ouais. Je fais ça avec tous les objectifs. À la fin, si j'arrive à 80 heures, c'est qu'il y a un problème. Parce Ouais. que je ne peux pas travailler 80 heures pour faire ces objectifs. Donc, est-ce qu'il faut en retirer? Ou est-ce qu'il faut passer moins de temps sur certains? J'essaie de prioriser, etc. Donc, c'est un vrai travail quand même d'introspection. Mhm. Et à la fin, en fait, quand j'arrive, du coup, je vais dire une bêtise, à une trentaine d'heures, bah là, c'est que je suis bon. Mhm. Et donc là, je commence à séparer en blocs. Et là, je viens mettre dans mon agenda. Mhm. Et là, je fais repeat hebdomadaire. Et c'est bon, j'ai mon emploi du temps. Et Ok. après, je le suis de manière bête et méchante. Tu le suis à la lettre, quoi. Exactement. Ouais. En fait, tu vois, moi, je me détesterais avoir un chef, mais par contre, ça me dérange pas de m'auto-chefer, en fait. Tu vois, quand je fais ça, en fait, c'est que je me donne des ordres Ouais. pour mon moi du futur, en fait. Ouais. Et je suis obligé de fonctionner comme ça. Sinon, je vais divaguer, je vais marcher à l'instinct. Et l'instinct, c'est bien, mais c'est pas cadré. Tu vois, ça Mm. te permet pas de réussir plusieurs objectifs en même temps. Ok. Tu vas tout faire moyennement, en fait. Tu vas te disperser, tu vas faire plein de merde, etc. Mm. Donc voilà. Et puis après, bah, bien sûr, je suis pas encore parfait là-dessus, mais pareil, je maudite énormément. Ok. Tu vois, quand je viens de passer 1 heure à faire de la merde, à traiter mes mails comme ça, je vais dire comme un connard, tu vois, c'est vulgaire, mais etc. et tout. Tu vois, je me dis, tu vois, ces tâches-là, pourquoi je les ai fait maintenant? Est-ce que Ouais. c'était bien? Est-ce que c'est pas plutôt un truc à faire le soir? Ouais. Ou plutôt le matin? Ou Mm. plutôt le week-end? Est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux déléguer? Ouais. Tu vois, j'ai essayé de mettre des chiffres, en fait, sur ce que vaut 1 heure de mon travail. Mm. D'autres vont dire que certains vont dire que c'est très bien, d'autres vont dire que c'est prétentieux de faire ça. Je m'en bats les couilles, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu as fait ça, et que tu te dis, ok, tu vois, ces tâches-là qui me prennent 1 heure par semaine. Mm. Si par exemple, tu dis que ton heure, elle coûte 500 euros, Ouais. est-ce que si je le sous-traite, ça va me coûter 50 ou 100 euros? Si la réponse est oui, Mm. eh ben, sous-traite-le. Ouais, ouais. Si tu n'as aucune valeur ajoutée, tu le fais. Mm. Et c'est pour ça que je suis dans une amélioration continue de mon emploi du temps. Bah, tu vois, encore hier soir, avant de dormir, j'ai refait tous mes OKR. Mhm. Tu vois, mes OKR perso, mes OKR de la chapelle, avec du coup les 2 business qu'on est en train de monter, etc. Et j'ai tout renoté. Donc là, j'en suis à la 2e lecture. Ouais. Et là, tu vois, j'ai un slot demain matin où je vais me caler là-dessus et je vais les marquer dans le marbre. Et après, c'est mes OKR de mon 4e trimestre et je vais m'y tenir, quoi. Ok. Cool. Discipline. Franchement, moi, j'étais mais le contraire du mec discipliné, quoi. Et du coup, j'ai dû forcer ma nature Ouais. pour, en fait, réparer la machine, en fait, en soi. Ouais. Ok. Tu vois, c'était Jean de la Roche-Brochard qui prenait un peu cette métaphore, qu'en fait, c'est pas qu'on manque de motivation ou de persévérance ou quoi, c'est juste qu'on manque en fait, on n'a pas la bonne méthode pour la bonne machine. Mm. Il faut juste, en fait, reboot la machine et la remodeler, en fait. Ouais. Et c'est un travail que j'ai fait sur moi-même depuis, franchement, 4 ans, là. Ok. Et tu l'as fait comment ce travail? C'est quoi? C'est des lectures? C'est des conseils? Ça a commencé par ça. Tu vois, à chaque fois, je le dis, le premier livre que je me suis acheté là-dessus, c'était la 25e heure. Ouais. Et encore une fois, ça n'a pas tout arrangé, mais c'était le premier step. Donc, j'ai monté une première marche. Puis ensuite, je me suis mis à lire beaucoup de trucs là-dessus. C'était la 2e marche. Je me suis mis à vraiment utiliser mon agenda. C'était la 3e marche. Et peu à peu, en fait, au fur et à mesure des lectures et surtout des itérations, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de lire, c'est bien beau la théorie, mais il faut mettre en pratique. Ouais. Et j'ai beaucoup mis en pratique, j'ai beaucoup testé de choses. Et
je pense maintenant être pas mauvais dans l'introspection aussi pour savoir si quelque chose est bien ou pas bien. Mhm. Je me raconte pas de salade, quoi. Mhm. Tu vois, on n'est pas là pour se mentir, on n'est pas à l'école, quoi. On n'est Mhm. pas là pour faire du scolaire, etc. C'est ça marche ou ça marche pas. Ok. Ou ça marche moyennement, comment on améliore. Ouais. Et je suis sans cesse là-dessus, quoi. Ok. Et alors, tu disais tout à l'heure que c'est l'instinct, à la fois c'était bien, en même temps c'était quand même la discipline, c'est mieux, mais Faut avoir les deux. ouais. Si c'était ta question. C'est ça ma question. Ah oui, Parce que tu arrives quand même, enfin, tu vas à l'instinct quand même, enfin, dans des boîtes, j'imagine que bien sûr. voilà, tu checkes tous les chiffres et tout, mais Bien sûr, en fait, Ouais. au début, il faut le suivre. Mais ensuite, comme en fait, les idées, c'est bien, mais tout passe par l'exécution. Et alors, encore une fois, il y en a peut-être qui arrivent sans rigueur, discipline, organisation, tout ce que tu veux. ouais. Mais moi, j'en serais incapable. Donc Ouais. moi, je suis obligé de me créer en fait en soi ce second cerveau pour y arriver. Sinon, Ok. j'y arriverai pas, quoi. Ok. Tu nous parles de la chapelle? Ah bah écoute, avec grand plaisir. Ça, franchement, je pense que c'est un projet que j'ai en tête, que je me rêve secrètement, Ouais. mais depuis des années. Et j'ai vraiment décidé de le faire, je pense, vers Noël dernier. Ok. Et du coup, là, ça fait pendant 6 mois, j'ai vraiment itéré, j'ai Mhm. écrit, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis posé des questions, la thèse, comment on fait, les process. Enfin, vraiment, c'était encore une fois une introspection assez continue pour moi là-dessus. Et j'ai vraiment pris ma décision, je pense, avril-mai dernier. Et je crois que j'ai communiqué dessus là au mois d'août. Alors que Ouais. pour le coup, rien n'était prêt, mais en fait, j'aime bien sortir du bois. Tu communiques sur le truc, après t'es dos au mur, t'as plus le choix, quoi. Tu vois. Sinon, Clairement. comme ça, tu procrastines pas, Ouais, quoi. ouais, ouais. Tu vois, c'est pareil, c'est l'un de mes mantras, quoi. Et du coup, en fait, donc, le principe de la chapelle, ça va être assez simple, en fait. Du coup, on est 5 associés. Mhm. Je communiquerai bientôt sur qui sont ces fameux Yes. associés. Et on est que des entrepreneurs. Ouais. Et en fait, la chapelle, ça va être un startup studio. Et en fait, on va cofonder des boîtes avec des équipes fondatrices externes Mhm. qu'on va aller chercher. Donc les gens peuvent apply s'ils veulent. Ils vont sur lachapelle.club ou ils m'écrivent à hugo@lachapelle.club. Et nous, on a des idées, Ouais. on a des méthodes, on a de l'argent pour financer le début de ça. Mhm. Et le but, c'est de cofonder des boîtes avec ces gens-là. Donc en fait, nous, comment on va choisir les gens? En fait, on va choisir des CEO, des CTO, ce que tu veux. En fait, ça Ouais. dépend des équipes fondatrices Ouais. qui on pense avec qui ça va fitter, avec qui il va y avoir un culture fit, où on pense vraiment que les gens vont pouvoir exécuter Mhm. cette vision commune qu'on va se construire Ouais. et surtout s'approprier cette marque et cette boîte qu'on va cofonder ensemble. Ok. Parce que l'idée, c'est que nous, on reste très opérationnel à fond pendant un an et demi, le Ouais. temps qu'il faudra, Ouais. le temps que une équipe soit créée, des process soient écrits et mis en place, qu'une traction soit vérifiée, qu'il y ait un PMF et que voilà, juste avant la phase d'accélération, nous, on peut être toujours là en mode advisor, Mhm. mais on sera plus là opérationnellement parlant et on pourra passer au projet suivant. Ok. Et les 5, justement, j'imagine qu'ils sont enfin, vous êtes hyper complémentaires. Exactement. L'idée, c'est Ouais. un peu de maîtriser, on va dire, tous les métiers qui sont indispensables à la création d'une boîte, que ce soit le dev, le product, le design, le sales, le marketing. Mhm. C'est ça, en fait, c'est vraiment les cinq clés qu'on a essayé de Ouais. mettre au trousseau. Oh, joli. Ouais. T'as vu, au début, je me suis dit, putain, les 5 clés, ça veut rien dire. Je me suis dit, rajoute un truc, sinon c'est de la merde. Très joli, très joli. J'ai envie de revenir aussi sur quelques... Parce que, bon, alors, déjà bravo, parce qu'il y a quand même plein On de n'a encore réussites. rien fait. Oui, non, mais non, je parlais de la chapelle, mais de tout ce que tu as pu faire aussi jusqu'à présent. Mais j'imagine que, enfin, des réussites, forcément, tu dis, tu lances plein de cannes à pêche, et bon, bah, apparemment, ça mord pas. Ouais. Comment tu as fait pour passer... j'ai vu que tu avais eu des liquidations judiciaires, que tu avais fait des mauvais deals, enfin, il se passait plein de choses. Comment tu as fait pour passer ces moments-là? Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent... on le voit, bon après, et je reviendrai sur LinkedIn aussi, parce que tu partages beaucoup. Et justement, ta stratégie, elle est intéressante à partager là aussi, si ça te va. Mais comment tu as fait pour te relever après un échec, pour pas te dire, en fait, je suis une merde et j'arrête tout Bon, en et fait, déjà, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que de toute façon, en fait, j'aime trop la vie pour être déprimé. Et ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose, c'est que ça a quand même pas... ça n'a pas anéanti la confiance que j'avais en moi. Mhm. Entre-temps, j'avais également monté Kermesse et Kimono, qui étaient des succès. Donc, je ne me suis pas retrouvé non plus à poil. Ouais. J'étais très revanchard. Parce que je suis passé de star à riser d'un marché, et ça m'a pas plu. Ok. Donc, je suis resté déjà discret.
Ouais. Et j'ai essayé de me refaire un peu ma street cred doucement mais sûrement. J'étais patient. Et non, puis après l'entourage, hein. Franchement, j'étais très bien entouré par ma femme, par mes amis, par ma famille, par mes associés. C'est un peu, on va dire, le combo gagnant qui a fait que ça a été douloureux, mais que je suis jamais non plus tombé dans la dépression ou quoi, tu vois. Ouais, tu t'en es servi. C'était un épisode, quoi. Ouais. Chiant, mais c'était un épisode. Et puis constructeur. Comment ? Constructeur aussi. Ah bah ça oui, de toute façon, si on essaie de retirer un peu de positif, oui, au moins ça m'a appris 2-3 conneries à pu refaire, quoi. Je fais bien de croire. Tu peux nous parler aussi rapidement du Poney Club, parce qu'au final, qui n'est plus si... je sais pas si tu le voulais secret au départ, mais les poneys sont sortis du bois, ouais. Exactement. Ouais, ça, pareil. C'est toujours, en fait, encore une fois, la même chose, c'est un moyen de créer des opportunités, des rencontres, etc. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, on va dire, à pas mal poster sur LinkedIn il y a maintenant 1 an, du coup, il y a plein de gens qui sont venus me parler. Ouais, moi aussi, je suis entrepreneur à Bordeaux, etc. C'est pour ça que du coup, sinon, en fait, on n'avait aucun lieu, aucun endroit, aucune initiative presque pour se rencontrer. Moi, je suis pas très branché. Tous les trucs qui existent, les trucs de la French Tech, les machins. Je suis un peu en dehors de ces milieux. Et j'ai commencé à avoir un petit groupe. Tu vois, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs avec qui ça a fité, d'autres avec qui ça n'a pas fité. Ceux avec qui ça a fité, on s'est vu une première fois, une deuxième fois, tu commences à boire des verres, tu commences à faire ci, tu commences à faire ça. On commence très vite à être une petite dizaine. Et là, en fait, je me suis dit, l'idée serait, encore une fois, de processer ça, tu vois, d'organiser, voilà, créer une marque et d'avoir quelque chose d'un peu processé. Tu vois, le début du process, c'était très simple, c'est un groupe WhatsApp, un dîner par mois. Donc du coup, c'est la promesse. Du coup, on s'y tient. C'est pas on bouffe ensemble de temps en temps quand les gens sont dispo ou quoi. On fait ça de manière, encore une fois, un peu structurée. C'est un dîner. Alors, c'est moi qui impose la date. Hein. Du coup, je ne demande pas leur avis aux gens. Et c'est moi qui choisis le lieu aussi. Et mais par contre, c'est pas moi qui choisis. C'est pas que moi qui choisis qu'il y a dedans. Ça va un peu de pair. Les gens peuvent se parrainer les uns les autres. La seule condition, c'est d'être un entrepreneur et d'avoir, on va dire, un peu les mêmes problématiques que les autres, que ce soit des problématiques RH, problématiques de levée de fonds, problématiques tech, toutes sortes de choses. Et l'idée, c'était un groupe WhatsApp, un dîner par mois. On a commencé, le premier dîner, c'était en février. Là, on a fait le 8e en septembre. Très très stylé, grosse soirée, c'était très cool. J'étais chez les copains de l'Uni. Donc merci beaucoup à Adrien, CEO de l'Uni, qui nous a invités chez lui dans ses superbes bureaux qui sont au Chartron. Et on était une 50aine, c'était la folie. Et donc c'est ça en fait, c'est que du coup on était 10 en février, aujourd'hui on est à peu près une centaine. Donc du coup maintenant à chaque événement, il y a toujours la moitié qui viennent grosso modo et on est toujours une 50aine. Cool. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, moi j'ai tout de suite imposé un peu l'ADN et la culture du Poney Club, qui était, c'est pas un réseau de networking quoi. Franchement, moi je veux pas avoir une seule carte de visite. Déjà tu as une carte de visite, c'est middle, tu vois. Donc en plus si tu la distribues à l'un de mes Poney Club, tu vois, à un de mes dîners, ça me plaît pas quoi. Et les gens en fait ont tout de suite compris ça, ils sont vraiment là pour kiffer, se rencontrer. Y a des couples qui se sont formés. Il y a des gens qui maintenant bossent ensemble. Du coup, il y a des associations qui sont nées de tout ça. Il y a du business qui se crée. Il y a des opportunités qui se créent. Et les gens qui viennent au Poney Club, pour moi, c'est des gens qui jettent plein de cannes à pêche. Tu vois. Tu viens au Poney Club, forcément, si tu vas à 1, 2, 3, 4, une dizaine de dîners dans l'année, forcément, à un moment donné, il y a forcément une opportunité que tu vas pouvoir saisir. Donc voilà, et donc aujourd'hui on en est là, c'est un peu limite ça m'appartient plus, hein, maintenant que c'est un peu le club des entrepreneurs bordelais, donc des entrepreneurs à Bordeaux. Si vous voulez apply, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou par mail et je vous ferai passer un petit entretien. Je déconne, j'ai pas le temps pour ça, mais juste vous pouvez m'écrire et on en discute avec plaisir. Mais voilà, pareil, encore une fois, une idée qui s'est transformée tout de suite en projet parce que on n'a pas tortillé du cul pendant 100 ans, on l'a lancé direct quoi. Ouais, carrément. Et LinkedIn justement, donc en un peu plus d'1 an, t'es passé de pas beaucoup d'abonnés à 20 000, un peu plus de 20 000. C'est ça, ouais. C'était quoi ? C'était un délire de te dire je vais pareil, tester, hein. je vais... J'ai lu un jour un post qui m'a beaucoup plu et qui a cartonné. Et je me suis dit, mais ça c'est incroyable. Le mec il a écrit un truc, les gens ils ont surkiffé, ça lui a fait une audience de malade. Et je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à creuser. Et donc je me suis fait franchement un petit challenge perso. Malgré le fait que mes potes se sont énormément foutus de ma gueule au début, mais tu vois, j'ai quand même continué. Et encore une fois, je suis parti d'une idée et je l'ai tout de suite fait, j'ai tout de suite testé. J'ai écrit un premier article, il était nul à chier.
Mais je l'ai quand même posté. J'en ai créé un deuxième et n'était pas ouf non plus, mais je l'ai quand même posté. Et en fait, me suis dit 30 jours, 30 posts. Et en fait, les résultats au bout de 30 jours, ils étaient juste mais incroyables. Franchement, toutes les opportunités d'un coup que ça m'a apporté, tous les gens qui venaient me parler, encore une fois, non, ça résume en une phrase, c'est toutes les opportunités qui arrivent du coup toutes seules à toi. Et moi, j'avais une particularité par rapport aux autres. C'est qu'en plus, moi, j'avais rien à vendre. Moi, je faisais pas des posts LinkedIn pour vendre des t-shirts. On foutait, tu vois. C'était, puis je vendais même pas du mentoring ou du machin. J'avais vraiment, mais rien à vendre. C'était vraiment gratos. Et je pense que c'est ce qui a marché, en fait. Et aujourd'hui, en fait, même moi, ça me plaît, en fait, de mettre des mots sur des méthodes ou quoi. Ça m'aide pour la suite, tu vois. Ça m'aide pour la chapelle. Ça m'aide pour le mentoring. En fait, parce que comme tu dis, au début, on fait quand même beaucoup de choses à l'instinct. Et quand tu te dis, OK, comment je fais, tu sais, au début, tu veux l'expliquer à l'oral et en fait, tu te rends compte que c'est décousu. Donc tu te dis, ah bah OK, bon, à l'écrit, du coup, je vais essayer de mettre un peu de structure. Et là, tu commences en fait à mettre des mots sur des méthodes, à mettre des phrases sur ce que tu fais. Et pareil, et moi, en vrai, dans mon processus personnel, ça m'a vachement aidé d'écrire là-dessus. Et donc, encore une fois, tous ceux qui se foutaient de ma gueule, pareil, je vous embrasse. Mais aujourd'hui, franchement, j'en ai rien à foutre, quoi. J'adore. C'est beau. Non, mais en vrai, c'est tellement ça aussi, parce que pour le coup, souvent au-delà. Et puis c'est gratuit, franchement. Oui, non, merveilleux. exactement. Non, mais c'est vrai que souvent, t'en as beaucoup qui peuvent avoir une pression sociale, quelle qu'elle soit. Ah, mais grave. Et donc là, c'est sûr. Faut aussi le dire, non, quoi. Voilà, quoi. C'est sûr. Faites-le comme vous le sentez, et c'est toujours bien. Exactement. Est-ce que tu vois justement dans ce que tu as pu créer, ce que tu as pu cofonder à chaque fois, des clés de réussite à chaque fois? Qu'est-ce qui fait, pour celles qui ont marché, est-ce qu'il y a toujours les mêmes répétitions, la même façon de fonctionner? Tu as un modèle que tu pourrais dupliquer et que peut-être que tu dupliques vraiment à chaque fois? Ouais, franchement, si on essaie de résumer ça en une phrase, en fait, c'est que vous avez une idée, qu'elle soit bonne ou pas. En fait, l'idée, le but, c'est d'aller tout de suite la tester. Et donc, en fait, même si votre offre ou votre produit, il est prêt à 10, 20, 30%, en fait, allez quand même en parler. Vous allez en parler à des clients potentiels, à des prescripteurs. Allez en parler à un maximum de gens. C'est fini ça de « Ah, je ne veux pas en parler, je ne veux pas qu'on me vole mon idée. » Mec, on n'a rien à foutre de ton idée. Enfin, arrête, tu vois, c'est fou, quoi. Donc, du coup, c'est franchement d'aller la tester. Donc, peut-être que vous allez prendre une valise, une fois, deux fois, une porte, une fois, deux fois, etc. Mais en fait, en discutant avec les clients potentiels, vous allez prendre aussi leur feedback sur leurs besoins, sur le produit. Donc, vous allez améliorer le produit au fur et à mesure. Mais en fait, pas de la même façon que si vous n'aviez pas été vous confronter au marché tout de suite. Donc en fait, encore une fois, aller se confronter au marché mais tout de suite, mais pas le mois d'après, la semaine d'après, tout de suite. C'est vraiment la clé pour moi qui fait que les gens réussissent un business rapidement, quoi. Ok. Bon, souvent sur la fin, je demande les conseils à donner, mais bon, ça en fait déjà un. Comment ? Souvent sur la fin, je demande les conseils à donner aux personnes qui écoutent. Mais ça en fait déjà un. T'en as d'autres à donner ou c'est des personnes qui ont un truc dans leur tête, c'est parfois qui ont une petite voix qui leur parle et qui n'osent pas encore? Du coup, ça, mon mantra, moi, qui est le mieux l'ennemi du bien, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que aujourd'hui, voilà, le mieux l'ennemi du bien, ça veut tout dire. C'est même si ton produit, ton idée ou ton process ou ton mail ou ton post LinkedIn ou ta vidéo YouTube, en fait, ce sera jamais parfait tout de suite. En fait, attendre que ça soit parfait pour le faire, en fait, c'est juste de la peur, en fait. Tu vois, c'est une excuse pour pas agir. Donc, en fait, du coup, rien ne sera jamais mieux que l'action pour tester quelque chose, quoi. Yes. Et un petit mot sur Bordeaux quand même, parce que tu es bien installé ici. À quel point tu kiffes et pourquoi pas, parce que on pourrait se dire que beaucoup se passe à Paris, mais en fait, pas du tout, quoi. Ouais, déjà, pas d'anti-parisianisme. Moi, encore une fois, je suis né à Paris. Oui, non, mais bien sûr. J'adore Paris, etc. Mais après, c'est vrai que maintenant, je pourrais vraiment pas y vivre, surtout quand tu as été habitué un peu à ce lifestyle bordelais. Moi, aujourd'hui, moi, ce que j'aime en fait à Bordeaux, c'est déjà en fait la proximité de tout, parce que ça reste quand même un village. Je vais pas aller te balader en Bordeaux sans rencontrer quelqu'un que tu connais. Non, moi, j'aime le fait d'être à 5 minutes de mes bureaux, 5 minutes de l'école de ma fille, d'être à 1 minute des terrains de tennis et de paddle. Tu vois, en fait, cette facilité d'organisation. Je vais pas parler de la météo, ça me paraît évident. La situation géographique avec la mer pas loin, la montagne pas non plus si loin, l'Espagne pas loin non plus. Je sais pas, en fait, c'est un peu un état d'esprit. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, qu'on dit beaucoup à Bordeaux. C'est qu'à Bordeaux, en fait, on se sent en week-end toute la semaine et on se sent en vacances le week-end. Et ça, en vrai, c'est un peu vrai, tu vois. J'avoue. Tu regardes là, franchement, là, j'ai fait un paddle à midi. J'ai gagné d'ailleurs. Bravo.
Vincent, Sam, si vous m'écoutez, je vous embrasse. Vous êtes bien battus. Et tu vois, et puis là, j'enchaîne avec un paddle avec toi. On est dehors, on a un t-shirt. Voilà, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est un autre lifestyle, quoi. Un code de vie qui est assez stylé. Ouais, complet. Et je pense que de toute façon, maintenant, entreprendre en région, ça va être quelque chose qui va se faire de plus en plus. Et moi, j'ai pu le voir en fait grâce au Poney Club. Je croyais qu'on avait un écosystème de merde à Bordeaux. Bah, en fait, pas du tout. Ouais. Il y a des super belles boîtes, il y a des entrepreneurs incroyables. Et moi, du coup, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai créé le Poney Club. Hein. C'est aussi beaucoup pour moi. Ouais. C'est que moi, du coup, ça me permet de rencontrer ces gens-là, de me nourrir de ce qu'ils ont fait, de me nourrir de leurs skills, etc. Et c'est génial, quoi. Carrément. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Franchement, j'allais dire c'est l'entrepreneuriat avec un grand E. Enfin, en fait, il n'y a pas un seul jour où je me dis pas que j'ai de la chance, quoi. Tu vois, c'est tellement, je trouve que c'est tellement en fait un métier à part. En fait, je ressens une certaine fierté d'être à part, quoi. Tu vois, d'être différent de la plupart des gens, parce que je sais pas quel est le pourcentage en France de gens qui sont entrepreneurs. Je pense que c'est pas non plus. Je pourrais pas te dire, mais c'est pas la majorité. Je pense que c'est moins de 10%, moins de 5%, je sais pas. Ça me fait. Je ressens un peu de fierté quand même d'être différent des autres là-dessus, d'avoir cette liberté qu'on a. Non, franchement, c'est tout. En vrai, je suis heureux, quoi. Tout simplement, quoi. C'est beau. Ça pue le bonheur, tout ça. C'est la mièvrerie, putain. C'est dégueulasse. Trop cool. Écoute, ça fait 1 heure qu'on échange tous les deux. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé? Tu dis ça pourrait être cool? Non, franchement, c'était très cool parce que j'ai trop kiffé parce qu'il y a plein de trucs dont on a parlé, dont j'avais jamais parlé. Donc c'est cool. Bien, c'était différent. Et non, c'était top. Donc merci le pompon. Merci Théo. Écoute, avec plaisir. Merci à toi. Et puis, tu l'as dit un peu, on te retrouve, mais sur LinkedIn ou sur LinkedIn principalement. Et puis en général, de toute façon. Si on veut te trouver, voilà quoi. Et puis si vous voulez trouver mon mail, vous pareil. Si vous cherchez, vous le trouverez. Exactement. Si vous savez pas le chercher, c'est que ça sert à rien de prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous manqué, quoi. Merci beaucoup Hugo, à bientôt. Merci beaucoup à toi. Ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'ai été ravi d'interviewer Hugo sur le pompon et de comprendre comment on développe des startups rapidement, comment on passe à l'action. Si les sujets liés à l'univers des startups vous intéressent, je vous invite à suivre Hugo dans ses aventures. Et merci d'écouter le pompon et de suivre cette aventure. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir tous les nouveaux épisodes. Partagez, likez, mettre 5 étoiles. C'est comme ça que le pompon se fait connaître, c'est grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et je vous dis à très vite. Ciao.